Bonjour à tous. Pour cette deuxième table, nous avons le plaisir d'accueillir Vincent Cassagno, ABEF de la Gironde, et Elodie Guillon, directrice du CAE, qui vont nous parler des pratiques concrètes sur les terrains, les retours d'expérience en Gironde. Je pense que c'est très important de partir de la philosophie, de la stratégie, mais bénéficier de ces retours d'expérience. Donc, je passe la parole à Vincent. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, comme vient de le rappeler Andrea, je suis Vincent Cassagno, architecte des bâtiments de France au sein de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine de la DRAC Nouvelle-Aquitaine. Jusqu'à présent, nous avons beaucoup parlé via l'intervention de M. Hoffner du périurbain. Donc, c'est vrai que c'est un territoire que nous fréquentons assez peu en tant que UDAP, parce qu'effectivement, c'est un territoire qui est encore peu pourvu en monuments historiques. Et vous savez que l'intervention des agents des UDAP se limite aux espaces protégés, que ce soit les sites patrimoniaux remarquables ou les abords de monuments historiques. Par contre, nous sommes évidemment très présents sur les hypercentres et sur les faubourgs 19e, parce qu'ils sont proches de cette centralité qui est en général truffée de monuments historiques et qui génère du coup notre intervention. Alors, ce qui nous intéresse par rapport à cette thématique de l'étalement urbain et comment la freiner et comment l'accompagner de la façon la plus harmonieuse, c'est peut-être de définir les conditions d'une réappropriation de l'hypercentre par ses habitants. Parce que je crois qu'il serait bon de distinguer quand même deux types de tissus urbains. Les métropoles régionales comme Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon, Strasbourg et autres, elles ne connaissent pas du tout de crise en termes de croissance de leur population ou de déprise commerciale, ça n'existe pas. Par contre, si on change de focale et que l'on passe sur des tissus urbains de taille bien moindre, je pense aux petites et moyennes villes, là, effectivement, on fait un constat très alarmant en voyant que beaucoup de commerces ont les rideaux baissés, il y a des panneaux avant réalloués absolument partout, et on constate aussi une paupérisation de ces hypercentres. Nous, au sein de l'UDAP 33, nous essayons avec les élus et les autres acteurs locaux de définir les conditions d'une réappropriation de ces hypercentres, parce que nous partons du principe que si on redonne envie aux gens d'habiter dans l'hypercentre, peut-être qu'on fera baisser la pression sur la périphérie de ces secteurs. Donc c'est peut-être un vœu pieux, mais en tous les cas, nous abordons notre travail au quotidien par ce biais-là. Refaire la ville sur la ville, ce n'est pas nouveau. Depuis quelques décennies déjà, je pense notamment à la loi SRU, des textes de loi sont votés par les parlementaires pour essayer d'inciter les collectivités et tout un chacun à freiner au mieux cet étalement urbain. Monsieur Hoffner l'a fort justement rappelé tout à l'heure. C'est un constat qui est fait depuis plusieurs décennies et qui n'est pas encore très probant. Donc j'espère que la nouvelle loi climat permettra c'est la solution, c'est l'opération de la dernière chance. Donc il faut vraiment qu'il y ait un alignement de planètes très positif pour qu'on parvienne tout un chacun à parvenir à ces objectifs. Mais je vous dis ça pour vous rappeler que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je vous présente ici un exemple que vous connaissez certainement, c'est la Maison Carrée de Nîmes, qui est le monument gallo-romain le mieux conservé au monde, en tous les cas en France, si on fait exception du Panthéon romain. Et c'est un monument qui a traversé 2000 ans, vu qu'il a été construit sous Auguste au 1er siècle après Jésus-Christ, parce qu'on lui a toujours donné un usage. C'était un temple. Ensuite, dès le début du Moyen-Âge, ça a été la maison consulaire des édiles de cette ville. Ensuite, elle s'est transformée en couvent jusqu'à la Révolution. Et au tout début du 19e, c'est devenu le premier muséum de la ville. Donc, la notion d'usage qui peuvent muter, mais qui permet toujours à un bâtiment d'exister, est quelque chose d'absolument fondamental. Ce n'est pas parce qu'il y a un monument aussi insigne, aussi vénérable dans un hypercentre, qu'on ne peut pas faire preuve aussi de créativité et de proposer face à lui quelque chose de très contemporain. Contemporain de façon relative, parce que le bâtiment que vous voyez derrière a une trentaine d'années déjà. C'est la médiathèque de cette ville qui a été dessinée par Norman Foster, le même concepteur, celui qui a fait le viaduc de Millau. Donc, cette persistance d'un usage
différenciée, mais toujours sur un même site, permet ce recyclage de bâtiments que j'appelle de tous mes voeux. Donc, et c'est quelque chose qui s'est fait intuitivement depuis 2000 ans. Alors, refaire la ville sur la ville, ça peut aussi passer par d'autres méthodes qui visent d'autres objectifs. Je vous ai mis ici une reproduction, un extrait plutôt du plan de Turgot dans les années 1730 et qui présente l'ancienne place royale dédiée au roi Soleil, à Louis XIV. Cette place était un projet destiné à mettre en valeur, évidemment, la statue équestre de Louis le Grand, et c'est une opération de prestige pour valoriser la royauté. Cette opération s'est constituée sur un tissu urbain qui existait déjà, vu qu'elle s'appelle Place Vendôme, parce qu'elle a été édifiée en lieu et place de l'hôtel particulier qui avait été bâti par César Vendôme, qui était un fils illégitime d'Henri IV et de Gabriel d'Estrées. Tout ça pour vous dire qu'on refait la ville sur la ville, dans un premier temps, avec des visées de magnificence et de mise en valeur de la statue du roi. Le premier projet, le projet tel que vous voyez sur cette carte, et tel que vous pouvez le voir si vous baladez dans cet arrondissement parisien, est très différent du premier. C'est-à-dire que le premier était porté par le roi, alors que celui qui a été réalisé a été porté par des spéculateurs. Donc, refaire la ville sur la ville, ça passe aussi par ce genre d'opération, de spéculation immobilière. Et la place d'origine, voulue par Louis XIV, a été rétrécie pour donner plus de surface aux spéculateurs pour faire leur opération financière. Ça, c'était assez intéressant parce qu'on peut refaire la ville sur la ville, mais à travers différents objectifs, évidemment. Refaire la ville sur la ville, ça peut arriver aussi dans des cas beaucoup plus tragiques. Là, on ne cherche pas à mettre en valeur la statue d'un roi, on cherche à rebâtir une frontale de port qui a été lourdement bombardée dans les années 1940. Vous avez ici l'exemple de Toulon, où on a refait la ville sur la ville, alors de façon assez musclée, hein, on est au tout début des années 50, mais malgré tout, on a apporté un confort très nouveau que ne proposaient pas les immeubles qui ont été bombardés. Donc, refaire la ville sur la ville, ça passe aussi par ça, c'est proposer des aménités que ne proposaient pas les bâtiments anciens. Alors là aussi, le rapport à la ville ancienne est très rugueux, parce qu'effectivement, la ville ancienne qui est derrière cette frontale, qui est comme un rempart, ne dialogue plus du tout avec la Darse. Mais bon, c'était un parti pris des architectes de la reconstruction. En l'occurrence, c'est M. Demailly qui a conçu cette barre et lui-même était Grand Prix de Rome. À propos de recyclage, évidemment, le recyclage de bâtiments industriels est un motif en architecture qui se répète depuis plusieurs décennies déjà. Et j'ai illustré ce propos avec l'exemple de la Tate moderne de Londres, qui était l'ancienne centrale thermique, l'ancienne centrale électrique de la ville de Londres, et qui a été transformée en sublime musée par les talentueux architectes suisses Herzog et de Meuron. Plus proche et plus localement, vous avez la Drac de Bordeaux, par exemple, pour ceux qui la connaissent, qui est un ancien couvent du tout début du XVIe siècle, qui a été racheté par l'État pour y loger le service déconcentré du ministère de la Culture. Et depuis 30 ans, la DRAC Nouvelle-Aquitaine occupe le site de cet ancien couvent, où là aussi, une intervention contemporaine a permis de réinjecter un nouvel usage, un nouveau souffle dans ces bâtiments qui étaient complètement décrépits. Et donc, ça a favorisé ce cercle vertueux du recyclage du bâti. Là, jusqu'à présent, c'était des exemples un petit peu grandiloquents que je vous ai présentés, mais ce qui est intéressant, c'est de focaliser le propos sur des projets à échelle beaucoup plus humaine, à l'échelle de villes petites ou moyennes. Et pour cela, je vous présente un exemple bayonnais, réalisé par Liévard et Signorin, architectes, qui, en centre-ville, en lieu et place d'un quartier très fortement dégradé, ont proposé une intervention radicalement contemporaine qui renouvelle le propos, mais tout en s'inscrivant dans un continuum architectural et stylistique évident.
Donc ça, c'est un exemple auquel les ABF et les agents des UDAP sont en général très attentifs, parce qu'effectivement, ça peut donner des pistes de réflexion et des solutions tout à fait harmonieuses pour réinvestir des centres anciens très dégradés. Alors, vous allez peut-être me demander, mais qu'en est-il dans des zones très fortement protégées, comme Bordeaux, par exemple, avec la double protection et UNESCO et site patrimonial remarquable doté d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Alors, c'est vrai que dans des villes où il y a une telle excellence en termes de qualité architecturale depuis le XVIIIe siècle, il est difficile de raser des bâtiments qui auraient été repérés comme étant à conserver. Mais je vous rassure, nous ne sommes pas complètement des ayatollahs, nous savons faire la part des choses, en tous les cas nous nous efforçons de le faire au quotidien, et avec les élus, nous essayons d'établir des dialogues constructifs pour savoir ce qui fait sens en termes de mémoire pour pouvoir le transmettre aux générations futures, et ce qui est très quelconque, voire médiocre, et qui peut être renouvelé en proposant des opérations telles que celle qui est illustrée par cette diapo. Donc nous sommes toujours dans cette balance, dans cette négociation, dans cette réflexion pour définir ce que l'on peut garder et ce que l'on peut renouveler fortement. Pareil pour les usages. Si on veut que la ville-centre soit toujours aussi attractive et pour toute la population, pas simplement pour une certaine catégorie sociale ou une classe d'âge, il faut là aussi faire quelque chose qu'il ne faut jamais faire dans la région bordelaise, c'est mettre de l'eau dans son vin. J'entends par là, il faut pouvoir assouplir le regard que nous avons sur les centres anciens et sur le bâti patrimonial en général, pour proposer des interventions destinées à rendre accessibles les étages supérieurs à des personnes qui commencent à rentrer dans la force de l'âge. Et donc, il faut réfléchir avec les architectes concepteurs à des emplacements pour installer des ascenseurs, par exemple. Ça peut paraître d'une banalité affligeante, mais rendre la ville accessible à tous, ça passe par ça aussi. Tout à l'heure, dans le chat, était évoquée la place de la voiture. Bon, ça, c'est une thématique dans l'hypercentre qu'on a depuis les années 60. Mais là aussi, il ne faut pas hésiter à réinterroger des modèles que nous avions depuis plusieurs décennies, parce que peut-être que là aussi, les modèles que nous utilisons sont éculés. Il faut nous aussi, peut-être, quand je dis nous, c'est les agents des UDAP. Je ne voudrais pas mettre tout le monde dans la même salle. Mais peut-être oser faire preuve de créativité et d'audace dans le respect des missions qui nous sont confiées par le ministère de la Culture, évidemment. Mais je crois qu'on n'a plus le temps de trop tergiverser, il faut passer à l'action et proposer des solutions innovantes, même dans les centres anciens. Que vous dire d'autre? Je vais donc laisser la parole à Élodie Vouillon, qui est directrice du CAE de la Gironde. Au revoir. Tout d'abord, j'aimerais vous rappeler ou revoir ensemble deux principes fondamentaux de l'économie circulaire qui guident nos conseils au CAE, auprès des élus notamment. Tout d'abord, c'est peut-être se rappeler que le bâtiment le plus écologique est bien celui que l'on ne construit pas, bien plus qu'un bâtiment bas carbone. Et la question du réemploi se révèle donc capitale, le réemploi des matériaux. C'est vraiment un principe, je trouve, très important de rappeler, qui est très important de rappeler par rapport à la manière d'aborder des projets, avant de se questionner sur étendre, faire du neuf, réinvestir. Et le deuxième point qui me semble important de rappeler, c'est raisonner à coût global. C'est ne pas penser uniquement coût d'investissement chantier, bâtiment, mais penser aussi sur le cycle de vie, la durée de vie d'un bâtiment, les coûts externes, le coût environnemental, finalement de l'origine des matériaux jusqu'à jusqu'à sa déconstruction, voire dépollution éventuelle. Donc ces deux paramètres il me semble important de les rappeler avant d'aborder l'exemple du CAE. Et puis, il s'agit aussi d'être clairvoyant pour tous les projets sur les raisons qui poussent à recycler. Est-ce que c'est avoir un impact environnemental? Est-ce que c'est le choix de garder un matériau, de faire des économies, de garder la mémoire, l'histoire, la beauté d'un bâtiment? Il s'agit bien là de peser l'équilibre coût-bénéfice avant de s'engager en tant que maître d'ouvrage. Pour le coup, j'aimerais maintenant vous présenter, comme l'a fait Vincent tout à l'heure,
là, vous aurez l'exemple d'un bâtiment qui est celui où nous sommes aujourd'hui pour faire cette visioconférence. C'est le siège du CIE de la Gironde. Et vous expliquez comment nous avons pensé recyclage et sobriété finalement à chaque étape du projet, comment optimiser l'utilisation de l'espace. Donc d'abord, il s'agissait de réfléchir en amont sur la réflexion initiale et le choix d'implantation. Pourquoi s'implanter dans cet ancien garage automobile en tissu urbain? La première raison, il y en a de nombreuses, ça va être d'être plus accessible, plus lisible, mais pas uniquement. Il s'agissait aussi pour nous d'encourager les modes doux, de diminuer l'utilisation de la voiture, notamment pour le personnel du CIE. Il s'agissait d'un vrai changement de fonctionnement au quotidien. Il fallait accompagner ce changement. La deuxième raison, c'était aussi de prendre racine dans un quartier, s'intégrer dans un tissu existant et constitué pour s'inscrire dans une dynamique de quartier. Et puis, il y avait aussi, une question d'attitude et de posture. Il s'agit pour le CIE de s'inscrire dans une dynamique de réutilisation, de recyclage, l'importance de transmettre un héritage, donner une seconde vie, assurer le relais, utiliser le patrimoine en appui de la transformation, savoir transformer un usage. Pour nous, cette question est fondamentale. Et deux idées fortes étaient inscrites sur notre cahier des charges. La première, c'est d'avoir un bâtiment pédagogique, être exemplaire, faire la démonstration de, être reproductible et surtout être très concret pour nos publics, à savoir les élus, le grand public, mais aussi les jeunes enfants que nous accueillons dans le cadre de nos missions. Pour nous, il est très important de donner du sens et d'incarner nos valeurs via ce bâtiment, à savoir la proximité, la mémoire, la pédagogie, la transdisciplinarité. Et le deuxième élément qui était attendu et inscrit au cahier des charges, c'était la demande d'un bâtiment girondin. Il s'agit bien de retrouver la question de l'identité, comment on s'inscrit dans un tissu existant, en l'occurrence bordelais, mais aussi comment on porte le message de l'architecture dite girondine. On voit bien que dans tous ces paramètres que je vous expose, l'aspect financier, même s'il est capital, important, n'était pas la seule préoccupation et pas la préoccupation première. C'est là-dessus que je voulais insister, puisque souvent, c'est la première question qui nous est posée par les élus. Oui, mais ça va nous coûter plus cher, point d'interrogation. Si on passe ensuite à la phase de conception, vous avez à l'écran le résultat du concours que nous avons lancé avec 3 équipes qui ont concouru. C'est l'équipe d'architectes ADH qui a remporté le concours en 2015. Et vous voyez ici qu'il s'agit bien d'exprimer, notamment sur la façade, la diapo à gauche, de garder, magnifier les traces du passé en utilisant des matériaux locaux. Bon, là, vous avez le pin des Landes, le hêtre à l'intérieur. Vous voyez sur la photo à droite, tout est exprimé, rendu visible. Et surtout, je dirais l'emblème de notre bâtiment était cette rampe que vous voyez là plantée sur la perspective. La rampe plantée qui était la rampe d'accès de cet ancien garage automobile, puisque c'était la fonction de ce lieu. C'était un hangar qui fait 40 mètres de profondeur par 16 mètres de large, en plein tissu urbain, et qui était un petit peu en déshérence les années précédentes. Donc, les architectes ont choisi de le transformer en gardant son âme, si l'on peut dire, avec, vous voyez, les charpentes qui ont été, pour le coup, réinterprétées. On a voulu les garder, mais pendant le chantier, elles ont un petit peu flanché. Voilà, donc je vais vous montrer aussi sur la diapo suivante, sur la sonométrie que vous avez au centre. On voit que l'enjeu était complexe. L'optimisation d'un bâtiment à 3 façades aveugles n'est pas simple. Il s'agissait de travailler sur la lumière, comment faire entrer la lumière dans ce bloc, avec, vous voyez, des creux qui ont été faits, notamment au milieu avec la serre, et puis à l'arrière où la façade a été reculée. Le patio que vous voyez au centre est dit bioclimatique, c'est un régulateur du bâtiment, ce qui permet aussi de temporiser, de maîtriser, on va dire de réguler la température et pour le coup la consommation énergétique.
Vous avez également sur la partie violette bleue à l'avant, la partie de plancher qui a été conservée à 4 mètres sous plafond, qui était l'ancien niveau du garage où stationnaient les véhicules en réparation. Et puis, il est important aussi de rappeler qu'il y a une grande salle en bas, tout le rez-de-chaussée accueille du public. Cette grande salle est vraiment conçue comme flexible. Elle se recoupe, elle peut avoir plusieurs fonctions de conférence, de formation, de réunion. Elle s'ouvre complètement sur la serre. Et puis, elle est également prêtée aux partenaires techniques avec lesquels on travaille. Et tout cela dans le but de, là encore, avoir plusieurs vies dans une vie. On est toujours dans cet esprit de recyclage et d'optimisation. La conception aussi en poteau-poutre, on l'aperçoit, permet d'avoir une réponse contemporaine, flexible, qui permet au bâtiment d'évoluer. Sur cette diapo donc, de la façade rue, l'unique façade rue que nous ayons, on voit le travail qui a été porté sur la lumière avec la question des filtres. Nous sommes en pleine façade sud. Et puis, je parlais d'identité tout à l'heure. Vous voyez l'expression de hangar qui s'exprime, le hangar avec une façade bois. En bas, vous avez un portail coulissant, perforé. Vous voyez s'inscrire les 540 à l'époque communes de Gironde autour de la carte, donc sur ce métal perforé avec une rétroéclairée le soir. Donc, ce qui permet de mettre en scène aussi l'objet et de ce à quoi sert maintenant ce bâtiment. Auparavant, un garage automobile, je disais, puis ensuite vendeur de piano, puis ensuite lieu de il y avait des cours de danse, on a eu un bar, il y a eu d'innombrables projets d'habitat. Là encore, sur cette photo, vous voyez à gauche l'intérieur de la serre avec la rampe qui a été plantée. On voit la partie couverte qui permet de contenir la chaleur ou la fraîcheur selon les saisons. Et à droite, vous pouvez voir le travail en creux, du coup, avec la façade arrière qui a été complètement reculée. Des butons permettent tout de même de tenir le mur existant qui, lui, du coup, se retrouvait un petit peu seul. Donc voilà, je voulais vraiment insister sur ce travail fin de modelage du bâti qu'il est bien possible d'envisager. Et puis sur cette photo, rentrons à l'intérieur. Nous sommes dans l'accueil où là, vous voyez très clairement des poteaux soutenant une structure existante. Tout cela a été gardé, ils ont été repeints en gris, pour aussi rappeler l'utilisation avec ce plancher très renforcé pour le coup, qui annonce la couleur. Et sur cette photo de bureau, cette fois, vous pouvez apercevoir le parti pris très net de montrer, donner à voir. Donc, vous avez tous les matériaux apparents, que ce soit le bois, les parpaings peints. Vous avez les chemins de câbles au-dessus des étagères. Donc, l'idée étant de montrer aux visiteurs, dans un but pédagogique, comment fonctionne un bâtiment, comment il est constitué, et surtout de les rendre accessibles. Voilà, je vais terminer sur cette dernière diapo pour aborder finalement la dernière étape, c'est la vie du bâtiment. Quel bilan tirer de cette expérience courte finalement dans son temps de réhabilitation, puisque nous avons acheté ce bâtiment en 2014 et que nous avons pu entrer dans nos locaux en mai 2018. Donc, le tout avec un concours. Donc, pour vous dire que voilà, c'est possible, c'est possible. En mettant une bonne énergie, tout le monde peut y arriver. L'enseignement principal, c'est justement la question de la maîtrise d'usage. Je tiens à appuyer sur cet item-là, puisqu'il est très important, et nous avons essayé de le faire, de nous l'appliquer, d'associer en amont et au quotidien une équipe, les futurs usagers, pour pouvoir les impliquer. Et les impliquer, c'est comprendre, et c'est peut-être mieux vivre aussi dans ce bâtiment, adopter les bons réflexes. Pour cela, nous avons également, nous nous sommes entourés dès la conception d'un assistant à maîtrise d'ouvrage, environnement, Yael Larose, qui nous a accompagnés sur la définition du projet, sa programmation, le chantier, mais aussi à année N+3, qui nous suit toujours dans les consommations, avec un point régulier avec l'équipe sur confort d'été, confort d'hiver, qu'avons-nous consommé, etc. Bilan, nous avons une consommation tant énergétique que sur la récupération de l'eau qui est totalement maîtrisée, qui atteint, pour ce qui est de la consommation énergétique, pour les spécialistes, 35 kWh par mètre carré par an d'énergie finale, au lieu des 70
kWh par mètre carré par an attendu pour du bureau standard. Concrètement, ce bâtiment nous coûte 9 € TTC par mètre carré par an. C'est pour vous dire la marge. Alors je parle en termes de consommation, attention, évidemment. Ce qui compte aussi, c'est le message que l'on peut passer. La couverture de nos besoins en eau est assurée à 70% par la récupération des eaux de pluie dans la citerne qui est derrière l'équipe que vous voyez à l'écran, au rez-de-chaussée. Tout ça aussi pour dire que dans la perspective du décret tertiaire qui nous attend, notamment pour les bâtiments de moins de 1000 m², ce qui est notre cas et ce qui va être le cas de nombreuses communes rurales, il est un seuil fatidique qui sera de 106 kWh par mètre carré par an. Nous savons que nous sommes à 35, donc nous avons encore de la marge de manœuvre par rapport aux exigences énergétiques à venir. C'est important de se projeter quand même sur au-delà de 10 ans. Voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que, pour finir, c'est que ce bâtiment est ouvert et, comment dire, nous avons une volonté de nous ouvrir en organisant des événements pour les gens du quartier aussi, escape game, des visites, et que, je le répète, nous prêtons cette salle volontiers c'est l'occasion de faire visiter, d'expliquer, de comprendre comment fonctionne un bâtiment. En conclusion, je dirais ou je redirais que le seul aspect financier ne saurait suffire pour arbitrer les choix entre s'étendre, construire du neuf, réinvestir l'existant. Nous avons vu l'impact de la dimension humaine, de l'intelligence collective, mais aussi de donner du sens à nos actions. Vincent l'a dit tout à l'heure, donner du sens à nos actions, réfléchir à l'histoire des bâtiments qui ne demandent finalement qu'à poursuivre leur vie. Donc, je dirais que nous avons tous un véritable rôle à jouer en tant que partie prenante de l'acte de construire, nous tous autant que nous sommes. J'allais dire partie prenante de l'acte de construire ou de ne pas construire, justement. Je vous remercie. Et voilà, s'il y a des questions, nous sommes à disposition. Moi, oui, il y aurait une question. C'est cette superbe opération a-t-elle fait des petits dans le département ailleurs et au niveau du CLE, est-ce que ça a généré des mouvances, d'autres exemples qui ont vu le jour dans le département, une dynamique finalement, ou alors c'est n'est que le début et pour l'instant c'est un bâtiment qui sert d'exemple et comment on voit un peu de ce type de démarche, est-ce qu'il y a des répercussions ou des exemples en Gironde actuellement? Alors je dirais que sur les deux parties de ta question, la première, c'est vraiment, oui, une idée de donner l'exemple. Donc, nous avons un certain nombre de visites, et même au-delà de la Gironde, en fait. Alors, cet AMO qui nous a accompagnés aussi a été fortement vecteur de cette envie de faire visiter, puisqu'il vient régulièrement avec des maîtres d'ouvrage pour leur montrer comment ça marche et puis concrètement montrer des résultats, parce que souvent, la première question qui est posée, c'est « Oula, cette serre, mais vous devez avoir très chaud, et est-ce que finalement vous consommez tant, vous consommez moins, etc. » Donc, l'enjeu pédagogique fonctionne. Et alors, je dirais même pour les Girondins, nous avons des visites d'école régulièrement, des visites de partenaires. Les élus étaient encore présents pour notre assemblée générale la semaine dernière. De là à dire que ça fait des petits, alors nous n'avons pas la prétention évidemment d'avoir le modèle unique puisqu'il y en a eu bien avant nous. J'allais dire que le 308, le bâtiment de l'Ordre des architectes à Gouttières à Bordeaux avait déjà fait cette expérience de recyclage et il y en a beaucoup d'autres. Je pense notamment à Pau-d'Ensac récemment où nous avons organisé une visite où nous sommes dans un ancien chai qui a été transformé en communauté de communes et médiathèque. Donc, il y a de nombreux exemples en Gironde, déjà avant nous et j'espère après nous. En tout cas, nous nous attachons à chaque fois montrer par l'exemple. Ça, c'est très important. Moi, j'aurais une question un peu aux deux acteurs. Sur la problématique patrimoniale, on a travaillé ensemble, M. Castagno, sur notamment le PSMB, le plan de sauvegarde et de mise en valeur de Bordeaux. Qui a identifié notamment des problématiques de vacances, de logement au-dessus des magasins qui occupent tout le rez-de-chaussée, font notamment du stockage à l'étage et puis bloquent l'accès aux autres étages.
on mesure dans des centralités périurbaines des logiques peut-être de vacances également ou de paupérisation de la population, et peut-être même du mal logement. Est-ce que alors je sais qu'Incité, par exemple, sur Bordeaux, est très actif pour valoriser ces éléments patrimoniaux tout en leur redonnant une fonction de logement, enfin, d'habitat. Est-ce nous, on se pose les mêmes questions sur les PLU, hein, quand on intervient notamment sur ces territoires périphériques. Au-delà d'Incité, qui est une grosse machine, qui est un vrai outil constitué, qui a un coût pour la collectivité quelque part, comment intervenir sur ces territoires périphériques? Est-ce que vous avez des exemples de choses qui se sont faites, des éléments de méthode peut-être? Est-ce que ces questions de vacances on parle d'accueillir de nouvelles populations tout en limitant l'étalement urbain? Donc, enfin, je reviens aux paramètres de tout à l'heure de M. Hoffner, de mètres carrés consommés par rapport au nombre de nouvelles personnes accueillies. Est-ce que finalement, ce patrimoine qui est peut-être utilisé n'est pas un élément de solution finalement à cette question-là? Tout à fait. L'exemple bordelais est assez éloquent par rapport à cela. Si vous prenez la partie haute de la rue Sainte-Catherine, c'est-à-dire la partie nord qui arrive sur la place de la Comédie, il y a un certain nombre d'immeubles dont les commerces occupent la totalité du rez-de-chaussée. Et donc, il n'y a plus aucune possibilité d'accéder aux étages. Là, effectivement, ça veut dire qu'en hypercentre de Bordeaux, à une belle adresse, nous avons plusieurs plateaux, plusieurs niveaux qui sont vides. Et effectivement, ça interroge parce que ça pourrait être transformé évidemment en logement. Alors, les commerces, parfois, ils mettent une partie de leur stock ou de leur réserve, mais sinon, il y a une grande partie de ces étages supérieurs qui sont vacants, qui sont inoccupés. Donc, à travers la révision générale du plan de sauvegarde et de mise en valeur qui devrait être opposable au tiers, j'espère, au début d'année prochaine, nous allons demander à ce que systématiquement, les rez-de-chaussée commerciaux puissent être dotés d'un accès dédié exclusivement aux étages, de façon à permettre la réappropriation des étages par du logement. Parce qu'effectivement, ça nous semble absolument extravagant dans une métropole qui connaît quelques pénuries en termes de logement, que l'on ne puisse pas redonner ces plateaux à des habitants. Concernant la périphérie, comme je vous le disais tantôt, ce n'est pas un secteur sur lequel nous intervenons naturellement parce qu'il n'y a pas forcément d'espace protégé. Par contre, en tant que personne publique associée à l'élaboration des documents d'urbanisme, nous essayons, tant que nous sommes, de faire en sorte de créer les conditions favorables d'extension urbaine maîtrisée et surtout connectée avec les hypercentres. Parce que, c'est apparu tout à l'heure dans le chat, le problème des déplacements est un élément absolument crucial. Donc, mettre en relation l'hypercentre et la périphérie est absolument quelque chose d'essentiel. Et je ne pense pas qu'il faille opposer les deux. Il n'y a pas d'un côté l'hypercentre absolument charmant, bien léché, bien restauré, et le reste. Je crois qu'il ne faut pas hésiter à mixer les choses pour que l'un s'enrichisse de l'autre. Et on ne peut pas trouver toutes les solutions à l'étalement urbain dans l'hypercentre, tout comme il ne faut pas envisager aussi d'externaliser en périphérie ce qui crée l'attractivité d'un hypercentre. Encore une fois, je ne vous parle pas des hypercentres, des capitales régionales. Des villes comme Bordeaux connaissent une santé qui est presque insolente par rapport à l'état dans lequel peut se situer une autre partie du territoire. Je pense notamment au pays foyen qui souffre. Sainte-Foy-la-Grande est une ville sublime, mais qui est en souffrance. Je l'évoque régulièrement avec Gerhard Scheller, la BF référente de ce secteur et de ce territoire. Il faut qu'on soit vraiment présent pour aider au mieux la collectivité à se donner les moyens et les outils pour pouvoir reconquérir son hypercentre. Mais ne perdons pas de vue que depuis quelques années déjà, avec Action Cœur de Ville et plus récemment avec Petite Ville de Demain,
l'État met en place toute une série d'outils qui aident les collectivités, avec les services de l'État évidemment, à œuvrer pour reconquérir ces hypercentres. Parce que si on n'agit pas rapidement, ce sont des parts entières du territoire national qu'on va perdre. Et le risque de tout ceci, c'est qu'on ait une cartographie de la France avec des îlots de richesse qui seraient les capitales régionales et les grandes métropoles, et après le reste. Donc il faut absolument rééquilibrer tout ceci de façon à ce qu'on ne bascule pas dans un clivage qui pourrait être très fortement néfaste à la cohésion même de notre société et de notre nation. Ce que je vous propose, c'est à présent un petit moment interactif avec un nuage de mots. Dans le chat, dans la conversation, vous avez un lien sur lequel vous pouvez cliquer. Vous arrivez sur une page dite Answer Garden, le titre, enfin le site. Et là, pour nous, il s'agit de créer un nuage de mots collectif. Donc, vous êtes invité à répondre à la question. Selon vous, l'urbanisme circulaire, c'est 3 petits points avec des mots, des verbes. Il suffit d'entrer les termes que vous souhaitez, d'appuyer sur Submit, qui veut dire entrer, tout simplement. Et puis, vous pouvez le faire plusieurs fois de suite. Et puis, nous partagerons ensemble, vous allez voir au fur et à mesure sur vos écrans respectifs, mais nous allons partager aussi sur l'écran de la visio pour que vous puissiez voir ce que cela donne. Nous avons souhaité le faire maintenant, après un petit temps introductif, pour que les idées fusent et foisonnent. Voilà, je vous invite à le faire. On voit le nuage de mots qui apparaît avec des termes, plus les termes apparaissent en grosse taille, plus ils ont été cités. C'est la règle du jeu. Et donc, vous voyez les termes recyclés, sobriété, frugalité qui émergent, réinventés, utilisés, et avec les mots petite taille qui peut-être ont été cités une seule fois, mais en tout cas montrent à quel point la notion d'urbanisme circulaire, d'économie circulaire, embrasse finalement de champs et d'items. Voilà.